Alors, moi, je me suis intéressée à l'histoire de la sexualité en travaillant sur l'histoire du féminisme, en fait, et en travaillant en particulier sur Simone de Beauvoir, grande figure du féminisme, qui a publié en 49 Le deuxième sexe. Et cet ouvrage a eu un scandale, enfin, a créé un scandale énorme, une réception très négative, notamment, enfin, la cible vraiment des critiques très hostiles, très violentes, c'était les passages sur la sexualité qui sont pourtant minoritaires dans l'ouvrage. Et notamment, elle a fait un chapitre sur la lesbienne, un chapitre sur l'avortement et un chapitre sur l'initiation sexuelle de la femme. Et c'est vrai que c'était nouveau que quelqu'un parle de ces questions-là, une philosophe, voilà. Et donc, je me suis intéressée à cette histoire-là pour comprendre historiquement quel était le statut de la sexualité, pourquoi ça créait tant de remous quand on en parlait, pourquoi c'était tant tabou. Et voilà, j'ai essayé de retracer la généalogie avant la révolution sexuelle, donc, de cette lente ouverture à la parole sur la sexualité. Alors, en fait, moi, je me suis intéressé à la sexualité, comme à peu près tout le monde, quand j'ai à l'adolescence, et je me suis trop vite rendu compte que entre, on va dire, ma libido, entre mes désirs, mes envies, et, euh, et la société, il y avait un problème. C'est-à-dire qu'il y avait des choses que, visiblement, il était difficile de vivre, même si j'ai commencé ma vie sexuelle, moi, juste après la révolution sexuelle. Donc, en fait, dans un créneau formidable, c'est-à-dire entre la fin de entre la révolution sexuelle et l'arrivée du sida. La parenthèse. C'est ça, la parenthèse. La bonne fenêtre. C'était la bonne fenêtre, effectivement. Et bon voilà, et donc j'ai passé une bonne partie de ma vie à me trouver confronté à ces tabous sociaux, politiques, religieux, etc., etc. Et ça m'a beaucoup questionné parce que il y avait toujours un problème, quoi. Il y avait toujours visiblement quelque chose qui avait du mal, en tous les cas que j'avais du mal à assumer. Et puis la cinquantaine venant, il y a eu un moment où j'ai commencé à assumer pleinement ça. Et du coup, à un moment donné, ça m'a paru intéressant. En fait, on m'a poussé un petit peu à raconter ça. Et donc, ça m'a paru intéressant de le raconter parce que je me suis dit que, en parlant à la première personne, forcément, ça allait être une espèce de miroir qui allait, on dit, qui allait confronter, c'est pas le nom, mais qui allait en tous les cas interpeller les lecteurs. Et d'ailleurs, c'est ce qui s'est passé parce que ça a beaucoup, j'ai eu beaucoup de témoignages de libération de la parole, quoi, de gens qui me disaient merci d'avoir écrit ça. Simone de Beauvoir aussi. Oui, c'est ça. Elle a 20 000 lettres. Ouais, c'est ça. C'est une source fabuleuse. Voilà. Oui, Régis Loisel, évidemment, parce qu'en fait, avec Régis Loisel, nous avons fait Magasin Général, on dessine derrière, et on a travaillé pendant 10 ans ensemble, et Régis était mon gros filon, en fait. Et Régis me disait régulièrement, il faudrait que tu racontes ta vie sexuelle, il faut que tu racontes ça. Tu racontes ça. Alors, voilà, c'est pas que j'ai une vie sexuelle extraordinaire, mais je me suis rendu compte quand même que j'avais effectivement une vie qui était pas la vie que la plupart des gens assument ouvertement, dans tous les cas. Voilà. Et donc, finalement, ce qui s'est passé, c'est que quand on a fini Magasin Général, je me demandais qu'est-ce que j'allais faire. Et je me suis trouvé un soir à Montréal dans un restaurant avec Régis Loisel et Benoît Mouchard, qui est le directeur éditorial de Casterman. Et tous les deux m'ont convaincu qu'il fallait que je fasse ça, qui s'appelait pas encore Extase, mais ce projet-là, maintenant, là, après Magasin Général. Et je suis sorti du restaurant en étant assez convaincu qu'il fallait que je le fasse et en décidant pendant ce repas que si je le faisais, il fallait le faire à la première personne. Il fallait vraiment assumer totalement le. Donc voilà, alors après, il y a eu une période de 9 mois à peu près de gestation
après ça, où j'ai pas du tout dessiné, mais j'ai un peu écrit mes souvenirs, tous mes souvenirs depuis le plus loin que je me souvenais dans cette ligne-là, jusqu'au moment où j'ai commencé le bouquin. J'avais déjà 56, 57 ans à ce moment-là. Et, et puis surtout, je me suis dit, si tu fais ce bouquin-là, il va falloir assumer. Donc, il faut que tu sois capable d'en parler. Pas seulement de l'écrire, mais également d'en parler. Et à ce moment-là, je me suis dit, bon, toute personne qui maintenant va me demander qu'est-ce que tu es en train de faire après Magasin Général, je vais lui dire. Et alors là, parce que j'avais un peu peur quand même des réactions. Et là, je me suis rendu compte que c'était assez surprenant parce que, en fait, il n'y avait pas de réaction négative. C'est-à-dire que les gens me disaient, ah oui, c'est intéressant, oh, mais j'ai hâte de voir ça, ah oui, etc., etc. Et donc, ça m'a conforté dans le fait que peut-être je pouvais y aller. Ça suit en fait, je suis ma vie, hein. Donc, il est évident que quand j'ai commencé, le tome 1 commence quand j'ai 10 ans. Le premier émoi amoureux dans la cour de récréation avec une petite fille qui l'a jamais su, hein, d'ailleurs. Mais en fait, bon, voilà, j'étais au CM2, je pense, un truc comme ça. Et il va jusqu'à mes 22 ans. Quelque chose comme ça, 22, 23 ans. Bon. C'est un ouvrage d'apprentissage. C'est mécanique. Comment ça fonctionne? Il y a un nouvel outil. Il faut que j'apprenne comment ça marche. Donc, c'est quand même très centré, très génito-centré, le tome 1, parce que c'est de ça que ça parle. Le tome 2, j'ai déjà fait quelques expériences, etc., etc. Et là, je commence à rentrer dans une vraie réflexion, parce que je me rends compte, là, je commence à prendre conscience que ma libido, elle n'est pas dans ce qu'on nous dit que ça doit être, en gros, et que ça déborde un peu de tous les côtés. Et là, je me dis, ok, comment ça s'inscrit dans le paysage? C'est pour ça qu'à ce moment-là, il commence à y avoir une réflexion là-dessus. Voilà. Donc ça correspond à l'âge aussi. Et puis le tome 2, c'est une période, notamment la trentaine, où ça a été une période assez compliquée pour moi, avec une période dépressive, etc., etc. Enfin bon, bref, donc je raconte tout ça. Il y a aussi la naissance de mes enfants. Bon, tout ça, évidemment, c'est plus la même problématique que dans le tome 1. Alors, Marie. Ouais, j'ai dû lire, hein, mais pas tout. Hein, alors, Magasin Général, en fait, pour nous, c'est un roman, pour moi, c'est un roman graphique, c'est un roman féministe. Ça raconte l'histoire dans un petit village québécois perdu au fond de la campagne à partir de 1926 à 1929. Ça raconte comment une veuve qui est placée au centre du village parce qu'elle récupère le magasin, la gestion du magasin général au décès de son mari, comment cette femme va se détacher, voilà, sortir au Québec on dirait sortir de la traque, sortir du chemin qui lui était tracé, puisque à l'époque son chemin était tout tracé, mais il se trouve que son mari meurt, elle n'a pas d'enfant, etc., etc., et arrive à un moment donné dans le village un homme. Au Québec, on appelle ça un survenant. C'est une figure caractéristique de la littérature québécoise. Donc arrive ce personnage, et ce personnage va être le premier domino qui va faire tomber d'abord Marie, et ensuite tomber positivement, en fait, qui va faire basculer. Et comme Marie, elle est au centre du village, elle tient l'économie, en fait, du village, et ben, tout le monde va devoir s'ajuster à un moment donné, et ça va changer totalement la vie du village. En fait, la période dans laquelle on a situé l'histoire au Québec s'appelle la Grande Noirceur. C'est une période où l'Église catholique est très puissante. C'est une chape de plomb. Et nous, on a mis une petite goutte dans cette éprouvette-là, ce petit village clos. On a mis une petite goutte de ce qui s'est passé au Québec en 1967, c'est-à-dire la Révolution tranquille, le moment où ils ont décidé d'arrêter d'aller à l'Église. Voilà. Donc, c'est ça l'histoire. Allongé sur un divan. Fait, hein. Oui, c'est ça. En fait, il y a eu un malentendu au début parce que je pensais que Florence Moreno m'avait contacté à cause de Magasin Général, justement. Et puis, j'ai très vite compris que c'était pas ça. Elle m'a contacté parce que j'avais signé une charte qui s'appelle Nous n'irons plus au bois, qui a été proposée par une association qui s'appelle Zéro Macho, qui est un truc sur l'abolition du système prostituteur. J'insiste là-dessus. Pour moi, c'était ça le déclencheur, le système prostituteur.
Donc, j'avais signé ce truc-là, et Florence a voulu m'interroger là-dessus. Et là, j'étais quand même très embêté, parce que je me dis, ben oui, mais moi, j'ai été un client à une époque. Donc, bon, et alors, c'était très marrant, parce que, en fait, elle a accueilli ça, on a pris le thé chez elle, et je lui ai parlé pendant des heures de ça. Et c'est la première fois que j'en parlais vraiment à quelqu'un. C'était assez curieux. Je suis pas d'accord absolument avec tout. C'est-à-dire que ma position a évolué en plus là-dessus, avec des lectures postérieures. Mais par contre, c'est clair que moi, le déclic, c'était que je voulais plus faire partie de ce système-là. C'est-à-dire le système qui consiste à contraindre des gens à faire des choses qu'ils n'ont pas envie. Voilà. Donc voilà, ça a été... Et je voulais absolument aborder, parce que moi, j'essaye d'être vraiment le plus honnête possible dans Extase, et de tout raconter, y compris les trucs qui ne sont pas vraiment mon avantage, que ce soit dans le tome 1 ou dans le tome 2, il y a des moments où bon, je suis pas au mieux de... Voilà. Mais pour moi, c'était vraiment important, quoi. Ça, je sais pas, il y a un effet probablement de thérapie pour moi là-dedans. Et donc, je voulais aborder ça, et je ne savais pas trop comment aborder la question. Et donc, quand le moment est venu, j'ai repensé à cette conversation avec Florence Reynaud, et je lui ai demandé, Florence, est-ce que je peux utiliser la conversation? Elle m'a dit oui, bien sûr, avec plaisir. Donc, j'ai remis en scène, évidemment, ce truc-là, sous la forme un peu d'un divan de psychanalyse. Et ça m'a permis de régler cette question, de ne pas me traîner ça après dans la suite de trucs. La question est réglée pour moi, en tout cas. Donc, voilà. Florence Moreno? Oui, bien sûr. Bien sûr, qui ne connaît pas Florence Moreno. Puis elle a écrit des livres d'histoire d'ailleurs, hein, des beaux livres d'histoire. Non, je la connais très bien sûr. Et j'ai bien aimé ce passage avec elle. Et mais il faut rappeler aussi que la prostitution, elle a été très longtemps tolérée. Enfin, je veux dire, c'était parfaitement normal pour les garçons d'aller voir les prostituées. Et c'est ce que me disait Florence d'ailleurs. Ben oui, c'est parce que c'était autorisé que vous pouviez y aller. C'est-à-dire que la mise, alors au départ, la lutte des féministes, c'était pas tant contre la prostitution que contre la réglementation de la prostitution, c'est-à-dire les maisons closes, ce système réglementarisme très rigide, etc. Et maintenant, c'est une lutte contre la prostitution, on va dire forcée. Et c'est un basculement historique, mais dans les années 70, ça reste encore extrêmement commun. Enfin, alors c'est difficile parce que comme c'est un peu tabou, comme on s'en vante pas, statistiquement, on n'a pas forcément quelque chose de très représentatif, mais pour la majorité des jeunes hommes dans les années 50, 60, commencer sa vie sexuelle ou en tout cas pimenter sa vie sexuelle avec des prostituées, c'était parfaitement commun. Un reste de cette double morale très rigide pour les femmes et très libertaire très libertaire pour les hommes. Moi, à l'époque où j'y allais, ça me posait aucune question. C'était quelque chose qui était, voilà, effectivement, c'était autorisé. C'était relativement banal. Ça, très peu. Ouais. Voilà. Quoi. C'est après que, moi, j'ai commencé à un moment à me sentir mal avec ça, moi-même. Je me dis, il y a un truc qui va pas quand même. Voilà. C'est-à-dire que la sexualité a été faite quand même essentiellement par des hommes et pour des hommes. C'est-à-dire que les femmes ont été un peu transformées en objets de la sexualité masculine. Et la science médicale ou l'anatomie, elle a été faite aussi par des hommes. Et donc effectivement, la vision des femmes dans la science et dans l'anatomie, ça a été pendant très longtemps une vision masculine avec un regard très androcentré. Et donc, en histoire, on voit bien que l'appareil génital féminin, il a été pensé à travers l'appareil génital masculin et en comparaison avec lui, à travers ce prisme-là. C'est jamais regardé en tant que tel. Donc, pendant très longtemps, jusqu'au XVIIIe siècle, on a vu le vagin comme un pénis inversé. Et puis, à partir de la Renaissance, on commence à voir le clitoris comme un petit pénis. Et c'est tellement prégnant que pour beaucoup, le clitoris est presque un élément masculin dans le corps féminin. Et on sait ce que ça a donné avec Freud. Voilà, donc il y a un androcentrisme très fort, à la fois dans la construction de la sexualité
et dans le regard médical, anatomique sur les femmes. C'est quand même extraordinaire de réaliser qu'on ne connaît la vraie forme du clitoris que depuis quelques années, quoi. Oui, mais ça, c'est pas vrai. Ça, non, enfin, qu'on connaît dans le grand public, Oui, sans oui, dans le doute. grand public. Mais non, les anatomistes ont disséqué le clitoris dans tous les sens, l'ont représenté, et donc on le connaît. C'est un secret bien gardé, parce que ça apparaissait nulle part. Non. Ça, il n'y a pas si longtemps que ça. Non, mais parce que des images du clitoris interne, effectivement, il y avait peu de représentation. C'était le petit bouton en haut de la vulve et c'est tout. Mais la structure interne de la verge, on la voit pas non plus de façon très souvent. Ça, moi, je la connais, hein, les corps caverneux, les machins. À l'intérieur du corps, c'est pas tant représenté que ça. Moi, dans les bouquins parce que la verge, elle se prolonge à l'intérieur du corps. Sûr, mais dans les bouquins d'éducation sexuelle que je lisais, que m'avait donné mon père quand j'avais, je sais pas, 10 ans, un truc comme ça, on voyait quand même des pénis en couple, etc., etc. Oui, non, mais c'est sûr. Le pénis est infiniment plus représenté que. Alors moi, j'ai bien aimé quand même dans le début là de l'extase quand le sexe en X. Là, une fille ne se serait jamais posé la question parce qu'il suffit d'aller dans des toilettes publiques pour voir des phallus érigés partout. Donc l'anatomie masculine, elle est omniprésente. L'anatomie féminine, elle est très invisibilisée. Et alors, c'était dans les anatomies médicales, dans les ouvrages spécialisés, qu'il y avait une représentation de la structure interne, pas dans les ouvrages scolaires ou autres, ça c'est sûr. Mais ouais. Il y a je pense à ça à propos de la vraie forme du clitoris. J'ai découvert un doudou en tissu qui représente le clitoris au complet, comme ça, qui est magnifique, ça s'appelle Cloty, et que j'offre maintenant à tous les bébés qui naissent. Oui, ou la petite impression 3D du clitoris faite par Odile Fillot. Oui, c'est plus doux. C'est plus doux. Non, mais c'est formidable parce que depuis les années 2000, mais c'est très récent, il y a une multiplication des représentations du clitoris, effectivement. Et c'est très récent. Alors que la bite en l'air, c'est depuis l'Antiquité, quoi, hein, qu'on se la coltine, si je peux dire. Donc il y a un écart de représentation qui est énorme. On va peut-être voir apparaître des dessins de clitoris complets dans les toilettes bientôt. Mais oui, mais ça apparaît. Ça apparaît. Moi, j'ai commencé à prendre des photos, ça apparaît. Oui, dans les toilettes. Oui. C'est une révolution dans les représentations. Ça devient de plus en plus, ça devient un genre en fait, et c'est assez ancien, mais là encore de façon très minoritaire, puisque les premières biographies sexuelles, ça remonte au 19e siècle, et même avant, si on pense à Casanova. Mais Casanova, ça n'a été publié que très tardivement. Mais on a un certain Walter qui vivait sous la reine Victoria, donc ce fameux règne soi-disant victorien, très pudique, etc., et où raconte sa vie sexuelle par le menu. Alors, il l'a publié à la fin du 19e siècle à très peu d'exemplaires, mais voilà, donc ça existe depuis le 19e siècle. Alors effectivement, plus du côté des hommes que des femmes, enfin on peut penser à Anaïs Nin, hein, même si son journal a été expurgé. Et c'est ça le problème, c'est que la plupart de ces journaux racontant de façon assez détaillée la vie sexuelle intime ont été censurés ou auto-censurés très souvent par l'individu ou par ses proches. Et effectivement, la vie sexuelle de Catherine M s'inscrit dans cette lignée. Et maintenant, en bande dessinée, il commence à y avoir pas mal de choses qui se font autour de ça, notamment de femmes. C'est plus que d'hommes d'ailleurs maintenant en bande dessinée. Il y a un gros mouvement avec l'arrivée des autrices en masse. Et des réseaux sociaux aussi. Sociaux, effectivement. Il y a eu tout Et d'ailleurs, moi, j'ai été frappé avec Extase de me rendre compte qu'en fait, le lecteur d'Extase est beaucoup plus féminin que masculin. Ah oui. Ah oui, alors là, c'est absolument frappant. Il s'est passé un truc et je n'avais pas moi, je pensais que c'était un truc auquel les hommes pouvaient s'identifier, mais j'avais vraiment, honnêtement, je pensais que ça pouvait intéresser les femmes, mais bon. Et en fait, ce que j'ai découvert, c'est que souvent les hommes ont un problème parce qu'ils se mettent en compétition, donc ils se comparent, puis ça les dérange quelque part. C'est trop, je sais pas, c'est trop miroir, quoi. Alors que les femmes n'ont pas cet effet miroir
pour elles, elles apprennent. En fait, moi, j'ai eu plein de retours de femmes entre 30 et 50 ans qui me disent ben, j'ai découvert des choses sur la sexualité masculine qu'on ne sait pas parce que les hommes ne parlent pas. Les hommes, ils ne parlent pas, c'est compliqué, la parole, enfin, pour l'intime comme ça est plus compliqué. Et donc, ben là, tout d'un coup, on se rend compte que derrière la façade sexuelle, il y a des émotions, des interrogations, des questionnements, des fragilités, etc., etc. Et donc, je pense aussi que, comme elle, les femmes sont représentées comme sexuellement actives dedans. Donc, c'est aussi quelque chose qui peut attirer les lectrices parce que ça change d'un regard un peu de la femme objet, quoi. C'est vraiment, surtout, moi, je sais pas dessiner des femmes des pin-up, quoi. Je sais pas. Donc, oui, il y a ça aussi. C'est une représentation assez réaliste et des décors très différents, d'âge très différents aussi. Ouais. Ben oui, c'est la vie. Hein. Parce qu'il y a des normes. Et il y a des normes très strictes et des normes, alors qui se défont, enfin plus ou moins quand même, mais la norme hétérosexuelle, bien sûr, le jeunisme. On a quand même si la révolution sexuelle, le mouvement féministe est passé par là, on a quand même une double morale qui continue de peser sur les jeunes filles. Hein. Une jeune fille qui a beaucoup de conquête, ça va être une salope, ça va être une pute, elle va être rejetée du groupe de ses amis. Un garçon qui fait pareil, il est valorisé, c'est un don Juan, c'est un conquérant. Donc il y a tout de même cette double morale qui continue de peser. Donc toutes ces normes inégalitaires pèsent sur la sexualité, que ce soit entre hétérosexuels, homosexuels, transgenres, cisgenres, hommes, femmes, jeunes, vieux, etc. Donc, dès qu'il y a des inégalités, il y a de la politique et un combat derrière et une lutte nécessaire pour être de plus en plus inclusif, pour écouter les désirs de chacun. Et tant qu'on respecte l'autre, ma foi, tout est ouvert, quoi. Hein. Oui, bien sûr, mais pour moi, les luttes, toutes les luttes de libération sont passées par le corps à un moment donné. C'est-à-dire que si on prend les esclaves, je parle sous contrôle, mais si on prend les esclaves, leur corps ne leur appartenait pas carrément. Donc la fin de la position de l'esclavage, c'est des gens qui récupèrent la position de leur propre corps. Ensuite, on a toutes les luttes féministes. Alors, la contraception, l'avortement, MeToo aujourd'hui, tout ça, ça parle de ça. Ça parle de mon corps est à moi, puis j'en fais ce que je veux. Donc, pour moi, il y a un lien absolument direct, effectivement, et toutes ces luttes ont eu lieu parce qu'il y a des tabous, parce qu'il y a des interdictions, parce qu'il y a un système qui était extrêmement verrouillé par des normes d'origine religieuse, mais bon, la religion, c'est de la politique, donc voilà. La spiritualité, c'est une chose, la religion, c'est de la politique. Donc tout ça, ça parle de contrôle, et ça parle beaucoup de contrôle des femmes d'ailleurs. Mais bon, pas seulement des femmes, parce que quand même, mais on peut même parler des luttes sociales, des travailleurs qui ont commencé à obtenir des congés. Ça, c'est une partie, c'est la réappropriation d'une partie de leur corps qui était un outil de travail en fait. Voilà. Donc, pour moi, tout ça est vraiment passe par le corps et donc à partir du moment où on parle du corps, on parle de politique. Pour moi, c'est très très clair. Maintenant, c'est en train de changer, mais il y avait des régimes de représentation très différents sur le corps des hommes et en particulier sur le sexe masculin et sur le corps des femmes. Enfin, le corps lisse des femmes dans la peinture. J'ai bien aimé la Barbie, là, quand on essaye de voir le sexe de la Barbie ou qu'on essaye de voir le sexe d'une statue ou d'un tableau. Même la fente n'est pas représentée, même le système pileux n'est pas représenté. Donc, il y a effectivement une très grande ignorance de l'anatomie, en tout cas dans les représentations publiques. Après, on peut regarder son corps et alors il y a des sondages, je ne sais pas ce qu'ils valent parce qu'ils sont très parcellaires, ils concernent quelques classes, mais il y a des sondages qui disent qu'il y a encore près d'un quart des petites filles qui ne sauraient pas placer dans leur corps le clitoris. Je ne sais pas si c'est vrai parce que les études ne sont pas très poussées,
Mais c'est sûr que voilà, je ne pense pas que les parents encore aujourd'hui apprennent ce genre de choses à leurs enfants. Et puis alors l'éducation sexuelle à l'école, c'est assez lamentable. Ouais. C'est assez lamentable. C'est-à-dire qu'il y a quelques heures de temps en temps, la plupart sont sautées, elles sont confiées au professeur de biologie et c'est la reproduction qu'on n'apprend pas la sexualité. Donc on en vient à découvrir soi-même, mais c'est pas complètement désagréable d'ailleurs, hein, de découvrir. Je veux dire, si tout était montré, expliqué tout le temps, c'est bien aussi qu'il y ait un jardin secret un peu et qu'on découvre. Moi, j'ai bien aimé Jean-Louis là quand il découvre son sexe et qu'il se contente de le tenir au début, ça lui apporte de la satisfaction. Il est content comme ça, et petit à petit, la masturbation viendra, mais tandis que Jean-Louis, on lui aurait dit, faut te masturber, mais il aurait peut-être pas eu cette phase où il tient son sexe juste, où il est content. Et je veux dire, bon, un peu de secret va, mais pas de tabou, pas de chape de plomb, pas de... C'est bien qu'on fasse ses propres découvertes aussi un peu. Alors, moi, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, il y a malheureusement, on est passé dans une partie de l'excès inverse à cause de l'Internet et du porno. Puisque aujourd'hui, les gamins, moi j'ai 2 garçons, je sais très bien que, je crois qu'en moyenne, c'est à 7 ans qu'ils voient leur premier truc chez un copain, etc. Moi, j'ai mis toutes les sécurités parentales qu'on peut imaginer, c'était pas un problème pour eux. Et donc, en fait, moi, ce que j'entends dire aujourd'hui, c'est que les gamins, ils commencent vers le sexuel avec des injonctions. C'est ça, et c'est trop. C'est-à-dire que si la jeune fille de 14 ans, elle n'a pas fait son gangbang, elle considère qu'elle a raté sa vie, quoi. Donc c'est quand même un truc un peu inquiétant dans l'autre sens, quoi, je trouve. Voilà, c'est un peu... parce que je pense qu'effectivement, la partie de découverte, de mystère, etc. Ceci dit, moi, ce que je vois, c'est que, enfin, avec mes enfants, qui sont grands maintenant, mais j'ai l'impression que quand même, il reste le mystère amoureux. C'est autre chose. C'est pas le corps, mais le rapport avec le romantisme n'est pas totalement mort. Dieu merci, quoi. Donc ça c'est plutôt bien, quoi. Voilà. Moi, je voudrais juste revenir sur un truc qu'on a dit tout à l'heure, parce que j'ai oublié, je voulais en parler, puis j'ai oublié à propos de, je ne sais plus pourquoi on parlait de ça, mais sur la différence entre l'homme et la femme, etc. Bon, dans leur position. Il y a, bon, je raconte ça dans l'extase, donc je peux en parler ici, et moi j'ai une vie sexuelle qui est depuis assez longtemps maintenant, pas dans le cadre seulement d'un couple, c'est-à-dire il y a un couple, mais il y a aussi une vie libertine, échangiste, etc., etc. Donc du coup, j'ai eu l'occasion de voir beaucoup de personnes en action, par exemple, et de parler avec beaucoup de gens, voilà, de ça. Et en fait, ce que j'ai constaté, c'est qu'il y a donc dans ce milieu-là, par exemple, qui quand on ne le connaît pas, est un milieu qui fait peur, qui a l'air d'être un truc ça, sauvage, qui souvent a l'air d'être à une image de milieu vraiment très machiste et mené par des hommes, etc., etc. En fait, c'est pas du tout vrai. C'est-à-dire que dans ces milieux-là, très souvent, la femme est au contraire au centre. Et c'est elle qui mène, voilà, qui mène les débats, si j'ose dire. Et ça, c'est très étonnant et c'est très réjouissant. Je connais peu de femmes qui ont eu envie, à un moment donné, d'aller là-dedans, ou qui, au début, et ça a beaucoup évolué, parce que il y a 25 ans, on voyait souvent dans ces endroits-là des femmes qui clairement suivaient leur mec parce que... Ah oui, parce qu'il y avait une pénurie de femmes dans ces endroits-là, quand même. Leur faire plaisir, etc., etc. Donc, elles accompagnaient leur mec. Parce que, bon, et ça s'est féminisé, effectivement. Ah, mais ça s'est incroyablement fini. Et maintenant, c'est souvent l'inverse. En tout cas, au Canada, c'est assez clair que souvent, c'est les nanas qui prennent l'initiative et qui ont envie de ça et qui assument beaucoup plus. Et j'ai l'impression qu'en fait, il y a les deux mouvements en ce moment. C'est-à-dire, d'un côté, il y a beaucoup plus d'ouverture. On parlait tout à l'heure de l'émergence, évidemment, de la LGBT, etc., etc. Tout ça, d'un côté, on parle beaucoup plus librement. Et de notre côté, il y a évidemment une espèce de retour de l'ordre moral, religieux, extrêmement terrible. Donc, il y a une tension assez forte de ce côté-là. La dernière chose que je voudrais dire à ce sujet, c'est sur la découverte du corps.
je suis aussi frappé de constater plusieurs choses. D'abord, ça c'est un peu, mais de constater le nombre de femmes qui ont été abusées, le nombre de femmes qui ont été abusées à un moment donné. Là, ça explose sur les réseaux sociaux, oui, ça, y compris le nombre d'incestes. Mais moi, oui, alors ça c'est encore autre chose, c'est encore pire, mais enfin, c'est encore plus. C'est encore juste une couche de plus. Mais de l'abus, enfin, c'est absolument incroyable. Quand on parle avec des femmes, moi j'ai eu l'occasion de parler avec beaucoup de femmes, mais c'est vraiment, enfin moi au début j'y croyais pas, quoi. C'est vraiment sidérant de voir ça. Ça c'est une chose. Et puis l'autre chose, c'est de voir à quel point, selon les femmes, les hommes, je veux pas généraliser, mais beaucoup d'hommes ne savent pas ce que c'est que le corps d'une femme, en fait, ne comprennent pas, ou ne font pas l'effort, ou ne s'intéressent pas assez. En fait, en tout cas, ils sont auto-centrés. Et le plaisir de la femme est quelque chose de plus accessoire. Et ça, c'est des choses qui me sidèrent, mais je le constate. Le machisme, il est assez international, quand même. Il est assez universel. Et même dans le temps. Dans la domination masculine, elle est bien installée depuis très longtemps. Mais effectivement, ce qui arrive, alors c'est pas que d'aujourd'hui, parce que le féminisme de la deuxième vague, ça date des années 70. Ce sont elles qui ont mis en valeur les violences subies par les femmes. Ce sont elles qui ont créé les premiers centres de femmes battues. Ce sont elles qui ont mis en avant, enfin qui ont essayé de mettre en avant les statistiques, etc. Mais c'est effectivement massif, c'est-à-dire que toute femme a déjà été agressée sexuellement, a déjà été. Enfin, bon, moi, petite fille, dans le métro, je voyais des bites, quoi. Alors, j'ai l'impression qu'à Toulouse, il y en a moins, ou alors c'est la génération. Des bites montrées dans les transports en commun aux petites filles. Hein. Attention, pas les bites. Et mes filles, par exemple, n'ont jamais vu ça. Mais ma génération, on a tous vu ça, c'est-à-dire des mecs qui se. Mais on était petites, quoi. On a moins de 10 ans. C'est pas quand même une image. C'est une agression, ça. Bon, ben voilà, il y a une ampleur effectivement de la domination masculine dans tous les domaines, y compris dans la sexualité. Alors, et puis le harcèlement de rue, qui est un phénomène absolument sidérant. Ben, le harcèlement de rue, on l'a tous vécu. Voilà, c'est ça. Enfin, je dis toutes. Oui, c'est ça. Alors là, j'apporterai une nuance, par exemple, parce que moi, j'habite à Montréal depuis 18 ans, et alors là-bas, ça existe quasiment pas. Mais c'est vrai qu'il y a un écart, en tout cas en Europe, aux États-Unis, Amérique du Nord, je ne sais pas, mais en Europe, il y a un écart entre les cultures du Sud, latines et catholiques, et les cultures du Nord, beaucoup plus respectueuses et protestantes. Au Québec, enfin, au Canada en général, moi j'habite à Montréal, donc c'est au Québec, le féminisme, la version américaine du féminisme est passée par là, et les hommes ont assez vite compris que, il y a eu un mouvement assez fort de ce côté-là, et la plupart des hommes québécois ont compris qu'il fallait faire gaffe, quoi. Donc, je sais pas quelle est la part du surmoi là-dedans, la part et en tous les cas, j'entends toutes les femmes, notamment les femmes européennes qui viennent au Canada et qui sont sidérées de voir que là-bas, il faut voir ce que c'est que, par exemple, Montréal est une ville dans laquelle, dans la loi de Montréal, les femmes ont le droit de se promener seins nus l'été dans les parcs, parce que les hommes ont également le droit d'être torse nu quand il fait chaud. Ça, c'est quand même un truc. Tandis que les femmes en France, elles ont des amendes parce qu'elles montrent leur sein nu. Tout à fait. C'est un champ en essor en histoire, mais en sociologie, enfin dans les sciences sociales en général, l'étude des masculinités. Parce qu'il y a des masculinités, c'est-à-dire qu'on n'est pas viril de la même façon dans la classe ouvrière, ou dans la classe bourgeoise, dans la classe aristocrate. Donc c'est des cultures sociales un petit peu différentes. Et puis dans le temps, ça évolue aussi, puisqu'on est passé d'une masculinité, on va dire physique, qui doit montrer sa violence, à point nu dans la classe ouvrière par le duel dans les classes supérieures, à une masculinité beaucoup plus apaisée, qui recourt moins à la violence. Donc tout ça est tout à fait passionnant. Mais quand même, dans, je pense, l'éducation masculine,
pas forcément parentale, pas celle faite par les parents, mais sociale, par toute la culture, par les films, etc. Il y a un certain, alors pas mépris de la femme, non, mais une vision de la femme comme étant au service de l'homme. Et ça, c'est commun à toutes les masculinités. C'est-à-dire que malgré toute cette variété des masculinités, l'idée que la femme, c'est quand même une annexe de l'homme, c'est très partagé. Puis alors, ça se retrouve dans les chansons paillardes, ça se retrouve dans plein de choses, évidemment. Alors, je ne sais pas comment on échappe à cette masculinité toxique. Et d'ailleurs, il échappe tout complètement. Hein, je suis pas sûre. Moi, je fais partie d'une génération qui a... en fait, si je compare avec mon père, par exemple, mon père, le féminisme de mon père, qui se disait féministe, ça consistait à acheter à ma mère des électroménagers pour qu'elle ait moins de travail à faire à la maison. C'était pas mal, mais enfin bon, elle restait quand même, c'était quand même elle qui faisait la cuisine, la vaisselle, les lessives, etc., etc. Lui, il militait au Parti communiste. Donc, bon. Et en plus, comme il était communiste, il revendiquait l'égalité des hommes et des femmes, parce que l'Union soviétique, c'était comme ça, etc., etc. Moi, je suis arrivé dans une génération où tout d'un coup, ça a commencé à changer. C'est-à-dire qu'il a fallu qu'on s'adapte. En tout cas, moi, je me suis adapté, je pense. Ça n'a pas été toujours simple, mais voilà. Je fais partie de cette génération où tout d'un coup, il y a Alain Souchon qui commence à chanter l'homme fragile, quoi. Tout d'un coup, c'est plus... Maman Bobo. Ouais, c'est ça. On passe de Lino Ventura à Alain Souchon. Donc là, il y a des choses qui commencent à arriver là-dedans. Et petit à petit, à travers moi, mon évolution personnelle, mon rapport avec les femmes, moi, les femmes m'ont énormément appris. Vraiment énormément appris là-dessus. Il faut avoir un peu d'écoute, mais quand on écoute, on apprend. J'ai commencé petit à petit. D'abord, j'ai toujours partagé les tâches ménagères, mais alors toujours, voire j'en ai fait plus que bon. Par moment. Donc ça n'a jamais été un problème pour moi. Mais après, voilà, en discutant, et notamment après en discutant avec les jeunes générations, plus jeunes, j'ai commencé à intégrer des choses. Par exemple, on parlait tout à l'heure du harcèlement ou des abus. Moi, je pouvais pas le croire, quoi. Quand j'entendais ces récits-là, je ne pouvais pas le croire parce que moi, j'aurais jamais fait ça. Et ça me sidérait de constater. Et puis, j'étais obligé de me rendre à l'évidence que oui, c'était le cas. Donc, tout ça, c'est un chemin. Il y a un autre chemin qui est d'assumer sa propre part de féminité. Et ça, c'est important. Enfin, pour moi, ça a été important. C'est-à-dire d'assumer dans la sexualité, dans le rapport intime, le fait que moi, j'ai pas toujours envie d'être celui qui prend. Des fois, j'ai envie que les rôles soient inversés et de passer d'avoir une espèce de fluidité là-dedans. C'est quelque chose qui pour moi est extrêmement important et qui m'a beaucoup aidé aussi à assumer tout ça, y compris publiquement dans l'extase. Bon, alors je vois si c'est un rapport, mais en tous les cas, moi, je sais que j'ai eu des expériences bisexuelles assez tôt dans ma vie, et c'était très problématique pour moi de l'avouer, par exemple, parce que ça faisait pas bien. La pire, je veux dire, la grosse insulte de cours de récré, c'était PD. Et ça, personne ne voulait assumer. Oui, parce que c'est une atteinte à la virilité, l'homosexualité. Il y a une telle identification à ça que, bon, voilà. Et puis, après, petit à petit, j'ai commencé à assumer ça. Donc, je l'ai écrit, dessiné, je suis obligé d'assumer, donc tout va bien. Mais ça m'a fait beaucoup de bien de pouvoir l'assumer, parce que, voilà, et je l'assume de plus en plus. Mais on est complètement construit par ça. On peut pas faire un pas de côté et oublier sa structure mentale, quoi. On est complètement imbibé par ça. Mais en fait, c'est presque des réflexes de genre qui sont en deçà de la conscience. Comme Bourdieu disait, on apprend par corps. Et c'est ça, on apprend par corps. Notre corps, il est pétri de ces normes. Et là, par exemple, moi, je pense que vous parlez beaucoup plus que moi.
Je ne sais pas, il faudrait minuter. C'est possible. C'est possible. Mais C'est ça, très c'est bavard. typique. C'est typique. C'est-à-dire que quand un homme a la parole, il la garde beaucoup plus longtemps qu'une femme qui est soucieuse de ne pas occuper trop d'espace sonore. C'est Donc, je vais arrêter. Non, mais voilà, j'essaye d'être pédago et de montrer que on est construit comme ça, quoi. J'avais quelque chose à rajouter. Non. Non, je voulais juste te dire que quand je suis plus... En fait, le rôle, c'est sur ce que vous avez dit à propos du rôle. Moi, j'ai pas l'impression de devenir une femme quand je me suis dans une... C'est plus d'explorer ma part féminine, on va dire, parce qu'on en a tous une. Voilà. Moi, ce que j'ai remarqué, notamment dans les milieux échangistes, c'est que pratiquement toutes les femmes sont supposées être bisexuelles. C'est acquis que même celles qui ne sont pas, elles jouent ça éventuellement, alors que les mecs, il n'y en a aucun qui l'est officiellement. Alors qu'en réalité, si on creuse un peu, on se rend compte qu'il y en a plein qui ont eu des expériences, qui auraient envie. Elles ont beaucoup plus de facilité à le dire et à l'afficher que les hommes, Absolument. parce qu'il y a cette chape des normes de la masculinité. Je vous en prie. Bon, non, voilà, le programme est bien, plaisir, égalité, homme-femme, c'est parfait. Bon, c'est un peu hétérosexuel quand même, hein, parce qu'on peut imaginer d'autres combinaisons qu'un homme et une femme. Non, j'avoue que j'ai du mal à broder autour de ça. En tout cas, moi, le plaisir, je peux le concevoir que dans l'égalité, ça me paraît évident. Et après, oui, effectivement, mais ça n'exclut pas. Dans hommes et femmes, il y a aussi deux possibilités. Oui, il peut y avoir deux hommes, deux femmes, voire du collectif. Voire de deux femmes et un homme, en fait, tout est possible. Ils sont assez évidents parce que l'amour s'exprime par le corps. L'amour s'exprime, évidemment, par des mots et des gestes, mais par des regards, par des caresses, par des étreintes, par des mots doux, et l'amour se ressent dans le corps. C'est-à-dire que quand on est caressé, quand on est pris dans les bras, ce qui malheureusement est pas trop fréquent en ce moment, le corps le ressent, le corps sent un bien-être. Donc c'est complètement articulé, amour et corps. Et le corps émet toutes sortes de substances. Alors voilà, moi j'y connais pas dans toutes ces hormones, etc. Mais effectivement, il y a des signaux chimiques dans tous les sens. C'est ça. Qui sont des hormones de bien-être, en fait. Qui font qu'on se sent bien à ce moment-là. C'est ce qui explique le fait que quand on tombe amoureux, au début, on est submergé par des vagues d'hormones et de neurotransmetteurs qui font qu'on voit qu'on a toujours le sourire, on voit la vie en rose, etc., etc. Ça, c'est évident. Mais oui, moi, alors, dans mon expérience, il est bien évident que faire l'amour avec la femme qu'on aime, ou l'homme, en l'occurrence pour moi c'est plutôt des femmes, faire l'amour avec la femme qu'on aime, c'est pas du tout la même chose que de faire l'amour dans un autre cadre. Ça n'a pas la même fonction, je dirais, parce que moi, donc à cause de ma vie échangiste, etc., voilà, j'ai eu l'occasion effectivement de faire l'amour avec pas mal de femmes qui n'étaient pas ma femme. Et ça a une fonction beaucoup plus, aphrodisiaque, en fait. Il y a quelque chose qui est là pour nourrir l'imaginaire sexuel du couple amoureux, pour moi. Je parle pour moi. Ça, c'est absolument évident. Et c'est assez fréquent de commencer la soirée dans un club, par exemple, et puis de la finir à la maison à deux, parce que c'est là que ça va être vraiment, on va faire notre miel, qu'on a vécu avant, et c'est là que ça va être vraiment bien. C'est sûr que la combinaison est beaucoup plus profonde, amour et sexualité, mais après ça dépend vraiment des individus. Vous avez des individus qui n'ont une sexualité vraiment forte et épanouie qu'avec des personnes qu'elles ne verront pas le lendemain. Ça, c'est vraiment des combinaisons subjectives très différentes.
La question nous était adressée à nous. Oui. Moi, j'ai répondu pour moi. Mais moi, je réponds en tant que chercheuse. Oui, voilà. Moi, j'ai pas écrit mon autobiographie C'est la sexuelle. différence. J'ai pas à parler de ma sexualité. Un roman graphique qui s'appelle Il fallait que je vous le dise, de Aude Millot, qui parle, qui parle extrêmement bien de son avortement et qui est composé de 2 parties. La première, elle raconte son expérience et l'autre, la deuxième partie, où elle a un dialogue avec Martin Winkler, donc un médecin et écrivain qui a travaillé beaucoup sur un spécialiste de la médecine des femmes et où ils mettent elle compare son expérience à ce que ça aurait pu être dans un autre contexte. Voilà, c'est chez Casterman. Bon, moi, c'est pas un livre qui me vient spontanément à l'esprit, donc je vais pas chercher pendant trop longtemps. C'est un site qui s'appelle Comment on s'aime, tout attaché, et qui est plein de petites vignettes, bon, comme ils font maintenant sur Internet. C'est des petits trucs courts mais bien faits, qui abordent tous les sujets de la sexualité. C'est fait pour les ados, enfin ceux qui découvrent leur sexualité, qui sont jeunes. Et voilà, c'est bien fait. Il y a toutes les combinaisons possibles. C'est très respectueux. Ça parle de sexualité, d'amour, d'avortement, de contraception. Je le recommande aux adolescents.